Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Burtin et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode consacré aux élections législatives partielles de la cinquième circonscription des Français de l'étranger qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Horn, investi par le PS. Bonjour Guillaume. Bonjour Thierry. Alors, merci déjà Guillaume d'avoir pris le temps de venir à Lisbonne pour répondre à cet entretien. Je rappelle que vous résidez en Espagne, à Barcelone. Euh, alors, depuis 2017, j'ai cru comprendre que vous êtes originaire, alors d'abord de Lorraine, en France, et en 2017, eh bien, vous avez passé les Pyrénées et vous êtes venu vous installer en Espagne. Alors, plus ou moins, en effet. Il y a eu quand même un épisode en 2012 où Alors, j'ai étudié vous avez étudié à Salamanque. à Salamanque, d'accord. Alors, votre profession, chercheur en histoire moderne et contemporaine à l'Université autonome de Barcelone, l'UAB, et vous enseignez l'histoire-géographie dans des établissements français, espagnols, à Barcelone. Alors, vous avez un engagement communautaire qui est très fort, étant impliqué depuis 8 ans au sein de la communauté française en Espagne, et notamment sur les questions d'éducation, de culture et de services publics. On va bien entendu y revenir. Vous avez aussi fait des publications, donc un ouvrage qui s'appelle Les Français de Barcelone, Ombre et lumière du 15e au 20e siècle. Ensuite, vous êtes aussi en train de faire un deuxième volume qui couvre la période de 1944 à 2025 en collaboration avec les associations françaises de Barcelone. Je crois que c'est en cours à l'heure actuelle. On aura peut-être l'occasion d'en parler aussi. Et vous avez publié un article historique marquant sur la mobilisation de la colonie française de Barcelone pour sauver des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous venez de l'annoncer aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici en interview. C'est d'ailleurs, je rappelle que c'est votre première interview. Donc je tenais en tout cas à vous remercier. C'est avec nous évidemment que ça se passe. Vous êtes candidat à l'élection législative partielle de la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Je rappelle que c'est le Portugal, l'Espagne, Monaco et Andorre. Et vous êtes investi par le Parti socialiste. Un de vos leitmotivs, c'est vous souhaitez promouvoir une gauche de gouvernement responsable et ancrée dans les réalités du terrain. Et vous espérez bien entendu que le PS puisse faire basculer la circonscription à gauche. On va bien entendu y revenir. Et tout comme le fait de vous désolidariser par votre candidature de l'accord NFP du nouveau Front populaire. Bien entendu, on aura aussi l'occasion de l'aborder. Est-ce que cette élection marquera la fin des accords du Front de gauche? Eh bien, on va l'aborder dans quelques instants, on va y revenir. Mais avant cela, eh bien, je dois dire que nous avons des partenaires, des sponsors qui nous permettent aujourd'hui justement de pouvoir être dans ces studios à Lisbonne. Alors, ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors que nous remercions pour leur confiance et que vous pouvez bien entendu retrouver dès à présent sur les principales plateformes Spotify, Deezer, YouTube en vidéo. Cafimo, Cafimo, notre premier sponsor que nous remercions, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier, c'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leur projet immobilier au Portugal. Voilà, si demain vous décidez de venir vous installer au Portugal, déjà, vous connaissez en tout cas un établissement qui pourra vous aider pour les financements. Alors Cafimo, c'est aujourd'hui le numéro 1 des courtiers en crédit immobilier, spécialisé dans les non-résidents et expatriés du monde entier, et notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Leur service est totalement gratuit pour les clients qui collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité tout en vous soulageant administrativement. Cafimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute, que ce soit pour un achat, un financement, un investissement, et même financer des travaux ou juste renégocier son prêt. Leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal, et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Deuxième partenaire, Opticalia Campo de Ourique. Bienvenue donc à Opticalia Campo de Ourique, votre opticien français, lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie pour que vos lunettes reflètent parfaitement
votre style. Grâce à la technologie de mesure par IA, eh bien, vos prises de mesure en verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Que de progrès quand on attendait des semaines pour avoir ces verres. En plus, il réalise vos examens de vue, vos bilans d'audition et vous propose une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Loewe, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol. Leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Alors, je me dois de rappeler que les sponsors associés à cette émission sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Voilà qui est dit. Alors Guillaume Horn, on va essayer de vous connaître parce que vous êtes un petit peu nouveau sur la place politique, en tout cas dans la 5e circonscription. Alors, première question, moi j'avais un petit peu à vous poser, c'est pourquoi Barcelone ? Pourquoi Barcelone? C'était il y a plusieurs années déjà, donc je m'étais installé, comme je l'ai dit au début, dans le cadre des études à Salamanque. Et ensuite, j'étais retourné en France pour les continuer. Et ensuite, j'ai eu envie de revenir à Barcelone, en Espagne. J'avais hésité entre Madrid, Barcelone. Puis Barcelone, il y avait la proximité de la frontière. La C'était mer. facile. Oui, il y avait la mer, les montagnes aussi à l'arrière. Oui. C'est un beau pays, Ah oui. la Catalogne. Donc voilà, c'était une des raisons. J'ai choisi Barcelone par un coup de cœur, Oui. on pourrait dire. Et j'ai décidé, au début, comme souvent, on se dit, oh, j'y reste 1 an, j'y reste 2 ans, 3 ans, et puis finalement, ça s'étire. Bah oui, là vous y êtes depuis 2017. Depuis 2017, de manière définitive, oui. D'accord. Alors justement, votre activité, on va le dire clairement, vous êtes chercheur en histoire moderne et contemporaine à l'Université autonome de Barcelone, l'UAB. Vous enseignez aussi l'histoire-géographie dans tous les établissements français et espagnols de la ville. Moi j'avais une question à vous poser, y a-t-il des différences notables au niveau de l'enseignement entre l'enseignement espagnol ou l'enseignement français, comme on a la chance d'avoir justement Alors déjà, je corrige, parce qu'en effet, j'ai vu ça sur Internet, ça indique que je suis chercheur à l'université. Je suis en train d'achever mon doctorat à l'université. D'accord. Et là, je le finis dans quelques jours. Donc c'est bon, il est achevé. Ou alors ce qui est dit est presque vrai. On peut dire ça, oui. Ouais. Et en revanche, je suis enseignant d'histoire-géographie, mais je suis également formateur bac-bac pour le baccalauréat franco-espagnol. Ok. Donc voilà, c'est important de remettre... Mais alors justement, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'enseignement tel qu'il est pratiqué du côté espagnol par rapport au côté français? Est-ce que vous avez noté un certain nombre de... L'enseignement est Totalement très différent, différent, ouais. totalement. Je dirais qu'en Espagne, il y a quelque chose d'un peu plus horizontal dans la relation enseignant-élève. Et en France, l'enseignement est beaucoup plus cérébral. Vous voyez, par exemple, en Espagne, on va essayer que l'élève apprenne par lui-même. Alors qu'en France, parfois, souvent, il y a encore un aspect vertical, descendant, le sachant et l'apprenant. Très bien, le sachant et l'apprenant. Alors, est-ce que justement vos travaux de recherche nourrissent vos cours ou inversement, est-ce que vos expériences d'enseignement ou d'enseignant plutôt enrichissent vos recherches? Ah bah, je dirais que j'ai L'un commencé... alimente l'autre. Ça, je dirais plutôt, sans remonter jusqu'à l'Empire romain, Ouais. je dirais que ça... Vous y ça a étiez pas, commencé... Non, rassurez-moi, j'étais pas à ce hein. moment-là. Mais finalement, ça a commencé par... J'ai commencé en tant qu'enseignant. Ouais. Et finalement, mes travaux de recherche ont complémentarisé Ouais. mon enseignement. Et au fur et à mesure, la recherche a pris de plus en plus de poids. Ouais. Et c'est là que ça s'est inversé. Et la recherche, maintenant, nourrit le contenu de mes cours. D'accord. Alors justement, quelle expérience personnelle ou professionnelle a le plus forgé vos convictions actuelles? C'est pas une expérience professionnelle, c'est bel et bien le doctorat, je dirais. D'accord. Le fait de devoir dédier 3 années de sa vie à des lectures, à partager avec des universitaires, à lire des tas de livres qui sont en relation avec la philosophie, l'histoire, la géographie, ça, finalement, ça m'a incité à m'impliquer en politique. D'accord. Donc aujourd'hui, vous vous présentez pour devenir député. Vous êtes, donc ça on l'a compris, on l'a dit tout à l'heure, le candidat du Parti socialiste. Alors je précise
avant toute chose, que le Parti socialiste, le PS, n'avait pas présenté de candidat dans cette circonscription depuis 2017, respectant ainsi jusqu'à présent les accords électoraux, y compris dernièrement, pour la dernière élection, celle de 2024, avec l'accord du NFP, donc du nouveau Front populaire. Là, vous cassez un peu le système. Cassons pas le système. La gauche est en Vous désolidarisez. La gauche est en recomposition. Il y a eu les élections européennes qui ont montré finalement la social-démocratie comme la tête finalement de la gauche. C'est elle qui peut à présent incarner cette gauche. C'est elle qui est en tête. On a fait un score excellent aux européennes. On est la première force, 18-19%. Parlez du PS. Je parle du PS avec Place Publique. D'accord. Naturellement. Place Publique, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais quoi? Alors, vous dites, on a fait aux européennes, on a fait 18-19%. D'accord. Et donc aujourd'hui, parce que vous avez fait 18-19%, vous considérez qu'en fait, vous êtes dans l'absolu la première force ici. Il y a eu des négociations qui ont duré 1 mois et demi, plus ou moins. Nous sommes arrivés en disant le PS avait la légitimité pour pouvoir faire basculer cette circonscription à gauche. Il avait la légitimité, il a la capacité également. On a négocié, et il y avait à chaque fois des refus. Donc finalement, à un moment, on a posé acte et nous avons dit, nous devons présenter une candidature socialiste. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que vous étiez prêt à négocier et à avoir toujours, en fait, le candidat LFI, ou plutôt là, cette fois-ci, la candidate LFI, comme tête de liste, mais à trouver un accord global pour respecter, en fait, la règle du NFP, mais que, comme vous n'êtes pas arrivé pendant ce mois et demi à trouver finalement un accord, c'est-à-dire au moment où vous avez appris en fait que Stéphane Vojetta était le 11 juillet venait de perdre en fait son statut de député. Donc à partir de là, vous avez commencé les négociations. Nous avons négocié en effet sur plusieurs éléments. D'accord. Nous avons négocié avec tous les partenaires de gauche pour voir une formule qui permette. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'union qu'il y a eu en 2022 et 2024 est artificielle par rapport à la sociologie de la circonscription. Elle vous a permis d'arriver au second tour. Mais on n'a pas le gagné. Nous n'avons pas gagné le second tour. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons essayé de fabriquer? Il y a quand même de nouveaux candidats. Et le candidat sortant, qui en 2024 était Stéphane Vojetta, qui était déjà député. Donc il arrivait de toute façon déjà avec le fait d'être le député sortant. Cette fois-ci, là aujourd'hui, il ne l'est plus. Il a une autre personne qui le remplace, Nathalie Cogia. Oui, mais donc la donne pouvait être modifiée. Justement, c'est ce que nous avons tenté de faire totalement. D'accord. Il y a eu aussi le fait de pouvoir travailler à une union différente qui puisse permettre de gagner ce second tour. Ouais. Et ça, c'est fondamental pour comprendre qu'a été notre démarche. Le PRG, par exemple, nous a rejoints. Nous avons négocié jusqu'à encore quelques jours avec Place Publique. Parce qu'à un moment, nous avons pris acte aussi qu'il fallait une distanciation de LFI. D'accord. Que vous ne rejoigniez plus. Alors, donc on comprend qu'aujourd'hui, c'est acté, vous êtes candidat, et donc il n'y aura pas d'accord entre LFI et vous et le PRG. Mais il y a aussi Place Publique aujourd'hui qui a décidé aussi de présenter une candidature. Alors comment ça se passe? Vous vous appelez? Alors, les candidats échangent toujours par téléphone, naturellement. Nous nous sommes appelés et nous avons observé qu'il y avait des terrains d'entente, des terrains nous pourrions dire que nous avions des désaccords structurels. Ouais. Et évidemment, il y a eu des échanges très longs, parfois, au beau milieu de la nuit, pour essayer de trouver des attentes. Je pense notamment aux candidats de Place Publique, pour arriver à ne pas désunir la famille social-démocrate. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est la social-démocratie qui peut faire basculer cette circonscription à gauche. Alors, aujourd'hui, donc, on a plusieurs candidats qui vont représenter l'ensemble du groupe de gauche, mais chacun en allant au combat d'une manière totalement individuelle. Est-ce que c'est une démarche spécifique à cette circonscription, donc la 5e circonscription, ou est-ce qu'en agissant ainsi, on ne risque pas, demain, dans le cadre d'autres élections, de se retrouver un peu avec la même chose au plan national? Parce que là, vous allez devenir célèbre après.
Ce n'est pas ce que je recherche. Je ne fais pas de la politique pour cela. Je fais de la politique, évidemment, pour servir les électeurs, les citoyens et citoyennes. Ce qui va se passer au niveau national, en effet, il faut attendre les prochains jours. Nous avons le numéro 2 du Parti socialiste, Pierre Jouvet, qui prépare un plan de dissolution, au cas où qu'une dissolution survienne. Quand Et vous dites qui a qu'il prépare publié un plan, justement, il ça veut prépare dire un plan de qu'il en- dissolution, c'est-à-dire il prépare des candidatures socialistes, Ok, sur le naturellement, territoire. sur le territoire national. D'accord. Mais aussi, il y a eu une publication le 4 septembre qui indique que plusieurs partis qui vont finalement d'Europe Écologie jusqu'au PRG, voire peut-être un peu plus loin, il faudrait reprendre les logos, qui veulent justement incarner ensemble, créer une nouvelle union. Une union qui puisse donc accéder au second tour, mais aussi gagner ce second tour. C'est là l'enjeu. C'est pour ça que nous y allons et que le Parti socialiste se prépare pour mener le combat. Ok. Alors, ça, on l'a bien compris. Je pense on en a bien parlé. Donc, je pense que maintenant, au moins, les choses sont claires. Vous, Guillaume, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir justement ce pas, cet engagement politique? Et quand est-ce que vous avez eu ce déclic? Parce que l'année dernière, vous n'étiez pas candidat. En tout cas, on n'a pas, on n'a pas entendu parler de vous. Bon, ça fait longtemps que je suis sur la circonscription, Ok. je la connais et ça fait quelques années que je suis dans le monde politique, mais en effet, mon engagement est récent. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types de militantisme. Il y a le militantisme où on est autour, on se rapproche de la politique, il y a celui de la première ligne. Et c'est là maintenant, je suis en première ligne, donc en effet, ça fait très peu de temps que je suis en première ligne. C'est là où on prend tous les coups aussi. Oui, en effet, ça a déjà commencé. D'accord. Par rapport à votre question, quand est-ce que mon engagement politique a commencé? Bon, comme tout citoyen, comme beaucoup de citoyens, je m'intéresse à la politique, je lis un petit peu les journaux. Quand j'étais jeune, je lisais les gros titres avant de commencer à cliquer pour lire les articles. Ouais. Voilà, ça a été par Ok. étapes. Et avant, justement, on parlait donc de mon doctorat avec les lectures qui m'ont éveillé l'esprit. Et ce sont vraiment deux lectures qui m'ont incité à me dire, il faut que j'y aille. La première, c'est l'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. C'est Pour marrant, résumer. j'étais quasiment sûr que vous allez me sortir ça. Bah oui, pourquoi? Parce que dedans, il dit quoi? Ne pas agir, c'est agir. Et ça m'a mis face à moi-même. Je me suis dit, le simple fait que je ne fasse pas de politique, ça a des conséquences sur moi et sur la communauté. C'est là que je me suis dit, bien, premier pas. Et deuxième lecture, ça a été La liberté d'être libre d'Hannah Arendt, qui est sortie il y a quelques années seulement. Elle est morte il y a un petit moment, mais on a retrouvé dans ses archives un manuscrit. Et dedans, c'est un appel, c'est vibrant comme appel à la démocratie sociale. Et c'est là que je me suis dit, en le lisant, je comprends que je suis social-démocrate. Donc voilà, ce sont ces deux livres. Alors justement, vous êtes social-démocrate, donc est-ce que vous avez toujours soutenu, alors par exemple, les idées du PS ou c'est une évolution lente pour arriver justement, parce que démocrate, c'est très large. Oui, bon, si on remonte, évidemment, comme beaucoup de personnes, on évolue. Je crois que rares sont les personnes qui n'évoluent pas intellectuellement et politiquement dans leur vie. J'ai eu évidemment de l'intérêt pour des différents partis. Parce que le PS a évolué en termes de... Alors, il y a nos propres évolutions individuelles et puis il y a les évolutions des partis. Ouais. Donc voilà, c'est à chaque fois, à tel moment, on peut s'aligner. De temps en temps, il faut suivre. Hein. Oui. Je ne parle pas que du PS, je parle de l'ensemble. De manière générale, oui. Ouais. J'ai bien compris. Je dirais qu'il y a eu peut-être au début des années 2010, un moment, l'enjeu écologique devenait de plus en plus urgent. Et c'est là que je me dis, tiens, je vais regarder du côté des écologistes. Donc si, j'ai pu avoir une affinité, mais je suis toujours écologiste. Mais ce combat écologique, je vais le mener depuis le Parti socialiste. Alors justement, là, ça va être votre première campagne. Mais est-ce que vous avez déjà exercé des mandats ou est-ce que vous avez déjà participé à des campagnes électorales? Alors j'ai participé à des campagnes électorales, celle de l'année dernière, en effet, 2024. Et ensuite... Vous faisiez quoi alors l'année dernière? L'année dernière, donc il y a eu ce moment du NFP. Oui. Je rappelle le contexte. Oui. Où les sondages... Donc on a eu les européennes et quelques heures après, dissolution. Le choc. Sachant que j'avais participé à la 3 semaines pour faire la campagne. Voilà, et j'avais participé à organiser, je me rappelle, on s'est tous effondrés dans les bureaux de vote en disant il faut tout réorganiser, ça va être très très dur. Premier sondage qui sort, le Front National va avoir 30-50% des sièges à l'Assemblée nationale. C'est vrai, il y a eu une angoisse. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire la campagne, puisque voilà, le Parti socialiste a signé un accord national. Je vais suivre cet accord national. Donc c'est là où vous avez commencé à travailler sérieusement. Oui. D'accord.
Alors vous, aujourd'hui, je rappelle, vous êtes investi par le Parti socialiste. Ça représente quoi pour vous? Un sentiment, un sentiment de responsabilité. Parce que ce n'est pas anodin que de se présenter à une élection législative, être député, bah déjà, être un citoyen, ce sont des responsabilités. Être un député, c'est une responsabilité supérieure. Parce qu'on dépend, enfin, c'est aussi des autres, c'est de la communauté. Donc, on va déterminer la vie, les codes, le cadre de liberté aussi. Alors, on va parler un petit peu aussi de que quand on se présente à une élection, on n'est jamais seul. Il y a une équipe, euh, mais il y a aussi un suppléant ou une suppléante. Et en l'occurrence, là, on va parler d'une suppléante. Alors, on m'a donné le nom de la suppléante que vous avez, que vous allez pouvoir donner dans quelques instants, et qui a une vraie expérience politique. Alors, si vous pouvez nous en parler, je préfère que ça vienne de vous. Alors, Nathalie d'Oliveira est ma suppléante. Alors, on a compris que par l'origine du nom, elle est sur le Portugal. Exactement, nous nous connaissons depuis déjà plusieurs mois. Ouais. Donc, c'était pas, vous savez, parfois on cherche une suppléante très rapidement et on connaît la personne à peine. Nous nous connaissons déjà depuis plusieurs mois. Ouais, On a mais eu vous le étiez pas, temps. dans votre tête, vous n'étiez pas candidat parce qu'il n'y avait pas d'élection. Exactement, Ouais. voilà. Et on ne s'était pas rapproché dans l'optique d'un Ouais, ouais. rapprochement politique, électoral, pardon. Il y a eu au contraire une affinité intellectuelle et politique. Et on a commencé à échanger et elle a une vraie expérience. C'est une ancienne députée portugaise. Oui, mais pas que. Et pas que. Elle a aussi. Elle a eu des fonctions aussi en France. Exactement, élu local en France. Ouais, ouais. Donc c'est quelqu'un qui connaît la communauté française du Portugal, qui a pu justement évoluer par ses voyages. Elle est un pont entre nos deux pays. Donc elle a le profil, elle a la puissance, elle a la force pour apporter un dynamisme et consolider cette candidature. D'accord. Donc ça veut dire alors justement, comment vous allez vous organiser? Parce qu'on a une circonscription qui est sur 4 pays. Euh, Portugal, l'Espagne, qui est un grand pays. Et en plus, pour l'Espagne et le Portugal, on a des îles qui ne sont pas forcément à 1 heure d'avion. On a aussi évidemment la principauté de Monaco et la principauté d'Andorre. Ça fait pas mal. Donc, comment vous allez vous organiser? Parce que si demain vous êtes élu député, euh, comment tout ça va s'harmoniser? Est-ce que vous allez venir fréquemment nous rendre visite? Comment ça va se passer? Comment vous Alors, voyez les choses? dans le cadre de cette campagne, Vous êtes un nous amoureux de avons- l'avion ou... dans le cadre de la campagne, on prévoit en fait plusieurs déplacements, évidemment notamment des centres urbains. C'est ce qu'il y a en termes de connexion. Ça, la campagne, j'ai cru... Enfin, on va pas l'aborder parce que naturellement, je pense que de toute façon, votre directeur de campagne, que je connais bien, va évidemment programmer l'ensemble de vos déplacements rapides, en tout cas sur l'ensemble de la circonscription, sur les points principaux. Moi, je parle demain, vous êtes élu. Demain, vous êtes député. Comment? Voilà. Est-ce que vous allez passer plus de temps à Paris, comme beaucoup peuvent le faire? Ou est-ce que vous allez venir fréquemment dans la circonscription pour rencontrer les Français de l'étranger? Alors tu as dit, comme beaucoup de députés peuvent le faire, c'est-à-dire de rester à Paris. Mais à travers cette phrase, il y a aussi, comme beaucoup ne le font pas. Eh bien moi, je vais m'inscrire dans cela, comme beaucoup ne le font pas. C'est-à-dire beaucoup restent proches de leur circonscription. Il faut être à Paris. Paris, c'est le centre du pouvoir. Ah, c'est plus Il facile faut quand pas on est non en plus. France. C'est Enfin, c'est plus nécessaire. facile quand on est Il faut en être France. présent. Il faut être présent pour voter Ouais. les lois. Vous savez, tu sais, on reproche souvent aux députés leur abstentéisme. Parce qu'ils sont absents, parce qu'ils sont dans leur circonscription. Mais s'ils sont à Paris, au moins ils ne sont pas absents, pardon. J'en perds ma prononciation. Et en revanche, s'ils sont à Paris, ils ne sont pas dans un circo. Ouais. Donc on a un dilemme, justement. On a créé un système où on veut un député de proximité. Ça a des conséquences. Si Alors, on avait ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guillaume Horn va se déplacer fréquemment dans la circonscription, Ah. va aller... Non mais... Ça me paraît une évidence, bien sûr. mais je que sais vais- pas, moi, Si, je pose, si. moi je suis juste là pour poser la question. Dans ma conception Ouais. de la chose telle que je conçois même l'action publique et Ouais. l'action politique, Ouais. il faut renouer aussi avec les électeurs. Les électeurs, ils ont une colère, que ce soit ici dans cette circonscription comme en France. Ils ont l'impression que la vie politique s'est éloignée d'eux. Et D'accord. la proximité, évidemment, elle est physique, mais il y a aussi du relationnel. Et le relationnel, ça ne se crée pas à distance par des zooms. Il faut être proche, il faut faire son maximum. Attention, je ne suis pas en train de dire Guillaume Horn, il va être là 24 heures sur 24 ou dormir avec vous. Non, non, je suis en train de dire que je vais faire mon travail à Paris et je vais m'efforcer
il faut s'efforcer dans la politique pour être plus près des citoyens, pour pouvoir faire remonter ces éléments à Paris. Et donc votre suppléante va avoir un rôle prépondérant. Totalement. Et les personnes qui vont travailler, évidemment, que vous allez pouvoir prendre, qui vont évidemment être dans les différentes... Ah oui, il faut des référents à Barcelone, Madrid, Lisbonne minimum. Alors, moi j'avais une question par rapport à l'une de vos expressions. Bon, on a compris maintenant le rôle effectivement du suppléant et comment vous considérez l'avis du député, c'est-à-dire de passer pas mal de temps dans la circonscription, peut-être pas plus qu'à Paris, parce qu'on est obligé quand même d'être présent un certain nombre de fois. Vous l'avez dit, sinon on se fait taxer et on se fait... Après on dit, oh, il n'a aucune présence, regardez le nombre d'heures qu'il y passe. Donc c'est vrai il serait peut-être naturel à un moment donné qu'on réfléchisse pour les Français de l'étranger en disant c'est peut-être pas pareil. Il faudrait peut-être reprendre des choses. Non, mais il y a un moment où il faut aussi se poser un peu la question. Vous parlez d'une gauche de gouvernement responsable et ancrée dans les réalités du terrain. Ça veut dire quoi concrètement? Une gauche Pour vous, hein. responsable. Oui. Comment vous la... Pour moi, c'est bien pour ça aussi que j'ai adhéré Ouais. à cette c'est gauche vos de propos. gouvernement. C'est parce qu'il y a un cadre qui est le cadre budgétaire. On a des idéaux, mais il y a ce qui nous ramène à la réalité, les finances. Et notamment la question prégnante qui structure aussi la motion de confiance que demande François Bayrou, c'est la question de la dette. Et la gauche du gouvernement, Et vous voulez moins de dette, vous? La gauche du gouvernement, elle part du principe qu'il faut remettre les finances publiques en état. Mais plus longtemps. En tout cas, prendre plus de temps que ce que le gouvernement Bayrou a décidé. Totalement. Pourquoi? Parce que des mesures trop drastiques, Ouais. peuvent nuire. Non, c'est pas peuvent. Elles vont nuire à la croissance. Ouais, mais si demain on nous l'impose au niveau européen, on fait quoi? Alors, le cadre européen, il y a toujours des marges de négociation avec. Ouais, mais si on tire le... Donc moi, je pars pas du principe qu'il y a une troïka qui va se former. D'accord. Parce que la troïka ne va pas... D'accord, j'ai bien compris le sens. Ouais. On peut encore éviter une troïka. Certes, la situation est alarmante, mais on n'est pas non En plus France, au bord aujourd'hui, de la falaise. on paye notre dette, on paye les intérêts plus cher. Alors déjà que le Portugal, mais même que la Grèce. Totalement, oui. Ce qui, il y a quelques années, était... Justement, mais je tiens à impensable. rappeler par exemple la dette. Ouais. Deux exemples très concrets. Ouais. Le mandat de Jospin et le mandat de François Hollande. Des 40 dernières années, ce sont les deux seuls dirigeants qui ont réussi à réduire la dette publique dans la justice fiscale. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y a un effort, une solidarité nationale. C'est les deux seuls gouvernants qui y sont parvenus. Vous pensez? Ah non, c'est pas je pense, c'est sûr. Ok, je vous laisse sur vos propos, hein, parce que je ne suis pas là pour... Donc, quels sont vous, alors on va parler des Français de l'étranger, on va parler évidemment de la circonscription, parce que c'est ce qui intéresse évidemment les personnes qui y résident. Quelles sont vos priorités pour les Français de l'étranger aujourd'hui en Espagne, au Portugal, bien entendu en Andorre et à Monaco, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes critères. Oui, je comprends. Les mêmes problématiques. Ah ouais, exactement. Nous n'avons pas les mêmes problématiques, mais je vois déjà quelque chose de fondamental, c'est l'EFE. L'AEFE, donc le réseau des écoles françaises, Ouais. il y en a dans ces pays. Tout le monde en parle. Et on a le problème, on doit porter le bilan de Stéphane Vogetta et de Samantha Cazbonne avec la réforme qu'ils ont menée, qu'ils ont portée. D'accord. Une réforme qui a fait qu'aujourd'hui, les établissements scolaires sont clairement dans le rouge. Ouais. Donc, il faut repenser structurellement l'AEFE et il faut mettre fin à cette réforme. Cette réforme, premièrement, et ensuite réformer l'AEFE pour que financièrement, elle puisse de nouveau être en état et que le cadre de scolarité, c'est-à-dire le cadre pour les élèves comme pour les profs, soit amélioré. Alors, ok. Alors justement, Guillaume Horn, vous parlez de réformer. Alors, les termes sont beaux, mais concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous devons faire, ces dernières années, on a augmenté le nombre de recrutements locaux. Hein? Il faut remettre des enseignants, il faut remettre une formation de qualité, il faut remettre des enseignants en plus. Mais français? Des Français. Mais on les paye plus cher. On les paye plus cher. Alors, donc on endette davantage le système. Non, parce qu'il y a aussi une question, et c'est là qu'on arrive à chaque fois, c'est comment fonctionne le système fiscal. La France doit aussi repenser de manière globale son système fiscal. Et ça, c'est le programme du Parti socialiste. Le Parti socialiste porte un programme de réorientation des dépenses et des recettes. C'est-à-dire que si vous me demandez, est-ce que vous voulez augmenter les impôts? J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie d'en baisser d'autres aussi. Et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est pas seulement là, je veux augmenter les impôts parce que c'est bien et qu'après c'est magique, et l'argent on le trouve partout où on veut. Non.
Mais en France, on est doué pour augmenter les impôts. Mais hein. au contraire, ce qu'il faut avoir, c'est une vision d'ensemble. Une vision où il faut savoir baisser les impôts d'un côté, mais aussi les augmenter de l'autre, pour Et créer un effort global. Ça, c'est le projet du Parti socialiste. Vous allez diminuer quoi? En Je tout vous cas, invite, qu'est-ce que vous voudriez pouvoir diminuer? pour ma part, et là Ouais. je parle à titre personnel, Ouais. et ça c'est un de mes combats Ouais. que j'essaye de Ouais, mener, c'est pour que ça. je veux porter. Je considère par exemple en France que la fiscalité du travail pourrait être en bien des aspects allégée. Allégé. Oui. Mais par contre, vous voyez, C'est un vœu, hein, c'est un vœu je... pieux. Hein. Oui, Moi, mais je me par contre, rappelle quand même à l'époque de Jacques Chirac, donc ça remonte pas à hier, qui comparait le coût du travail en France avec le coût du travail dans d'autres pays européens, dont le Luxembourg. mais je tiens quand même à dire une chose, parce que là, justement, remonte on à- pourrait dire, ah, vous voulez alléger, vous voulez alléger. Ouais. Parce qu'à chaque fois, ce sont des mécanismes, comment est-ce qu'on assure la solidarité et l'équilibre. C'est aussi une réforme qui serait celle sur l'héritage. L'héritage, il faut augmenter sur les capitaux. L'héritage pour les capitaux, par exemple, pour ma part, il faut l'augmenter. Donc, vous voyez, d'un côté, Ça veut dire quoi l'héritage sur les capitaux? il faut... Excusez-moi, hein. Oui, mais non, Je veux juste t'en prie. comprendre, parce que l'héritage, c'est aussi un terme qui fait peur, peut-être ici, plus particulièrement. Alors justement, ça m'amènera bien entendu à une En deuxième fait, question. les revenus, enfin, pardon, pas les revenus, Ouais, les biens immobiliers ouais. sont taxés. Et souvent, quand on parle d'augmenter l'héritage, on imagine qu'on va augmenter l'héritage donc sur les biens physiques que vous allez transmettre à vos enfants. Moi, je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler des capitaux, donc de ce que les gens détiennent dans des entreprises. Donc des parts etc. sociales. Des parts sociales, si vous Ok. préférez. Donc là-dessus, en effet, puisque où se concentre la richesse aujourd'hui? Elle ne se concentre pas dans ce que l'on possède de matériel. Elle se concentre principalement dans ce qu'on pourrait appeler le capitalisme, ou le grand capital, ou tout du moins les parts sociales, ce que l'on a, et ce qu'on Mhm. peut transmettre. La taxation, là, elle pourrait largement, je pense, être augmentée. Ouais, mais ça veut dire que dans ce cas-là, vous risquez aussi, demain, qu'un certain nombre d'entrepreneurs décident de quitter le territoire. Alors justement, ça m'amène à la deuxième question sur la fiscalité. Vous savez que LFI s'est prononcé sur l'impôt universel. J'ai d'ailleurs posé la question à la candidate LFI, qui a été très claire là-dessus. Comment vous positionnez justement là-dessus? Parce que, en fait, là, on arrive quasiment dans ce cas-là à une forme d'impôt à la source. Comme je l'avais déjà expliqué dans l'interview à Français.press, je ne suis pas favorable à cette fiscalité, dans la mesure où, parce que je connais aussi la réalité sociale des Français qui vivent ici, je vis avec eux, tous les Français ne sont pas riches, les expatriés ne sont pas tous des riches. Hein. Il faut arrêter avec cette idée qu'un expatrié est automatiquement riche, donc il faut le taxer de facto. Et fraudeur. Oui, C'est les et deux termes. fraudeur, exactement. Non, la réalité est bien plus complexe. Donc dire ou penser Bah, que la nous majorité allons... des gens ici sont là pour travailler. Totalement. Que ce soit en Espagne, que ce soit ailleurs, c'est quand même un grand nombre de personnes sont salariées, ou du public ou du privé, mais en tout cas participent à l'effort économique et sont détachés pour un grand nombre. Oui. Donc vous, contre. Oui. D'accord. Mais par contre, on taxe un peu plus les parts sociales Bah, dans l'héritage. en revanche, on doit plutôt repenser de manière globale le système. Et je pense qu'on peut repenser le système global. Et c'est pas quelque chose, il ne faut pas caricaturer. On ne reforme pas un système en 1 an ou 2 ans. C'est un travail de longue haleine qui se fait sur 10-15 ans et qui, en bien des aspects, nécessite du travail transpartisan dans des commissions à l'Assemblée nationale. Alors donc, c'est avec ce type d'augmentation, si je suis votre raisonnement en revenant à la source, en fait, à la EFE, et en disant il faut augmenter son budget, donc un des moyens que vous prenez serait d'augmenter certaines formes de taxation, enfin en tout cas de taxer davantage en l'occurrence les parts sociales d'entreprises ou autres, ce qui permettrait de pouvoir abonder au niveau de l'AEFE. C'est ça? Oui. Par exemple. En effet, Donc, en fait, je dirais pas l'AFE, même je dirais les services de proximité que Services l'on de a, nous, proximité. ici, par exemple, les consulats, ils ont des budgets aussi qui se réduisent. La CFE, la Caisse des Français de l'étranger, Alors- aussi, a les budgets qui se réduisent, elle a un Alors- déséquilibre systémique. Et c'est là qu'à un moment, il faut pas seulement... Vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut Alors, faire abonder l'argent, Ouais. parce que déjà, il faut qu'on ait l'argent, il faut qu'on ait les moyens, les ressources, etc. Il faut faire venir l'argent pour assurer des postes de qualité pour les enseignants, enfin,
un cadre. Parce que si Ouais. on prend aujourd'hui le cas de Lisbonne, Lisbonne à la rentrée, il manquait 3 postes. 3 postes n'étaient pas occupés. On prend le cas de Valence. Ce n'était pas du tout la même problématique. Le lycée de Valence, lui, tous les postes étaient occupés, mais il a besoin d'une réforme de ses locaux qui ne sont plus du tout adaptés pour ses professeurs et ses élèves. Donc, chaque établissement a ses problématiques. Et évidemment, très souvent, ça passe par 2 types de dépenses. Les dépenses, donc, soit propres pour faire fonctionner, ou soit celles d'investissement. Et donc, il faut jouer sur ces... Il faut pas jouer, c'est un verbe un peu maladroit, mais il faut activer ces 2 leviers pour pouvoir avoir à terme une AEFE qui puisse de nouveau si on augmente être les de ressources de qualité. l'AEFE, ça va se passer comment pour les gens qui veulent scolariser leurs enfants? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Les lycées sont de plus en plus chers. Le coût pour les personnes qui veulent mettre leurs enfants dans l'enseignement français, ça finit quand on a 2, 3 enfants, on atteint des montants qui dépassent largement les 15 000 à 20 000 € par an. Donc beaucoup de familles n'ont pas la possibilité de le faire et donc mettent leurs enfants dans l'enseignement du pays. Mais ça, justement, c'est une des conséquences de la réforme qui a été portée par Samantha Casbonne et Stéphane Vogetta. Alors Stéphane Vogetta, comme vous l'abordez, quand je l'ai eu en interview, disait ou laissait entendre que sur des budgets comme l'AEFE ou autres, en fait, il y a une partie de ces budgets, alors je crois de mémoire qu'il est de 500 millions, vous m'arrêtez si je me trompe, une partie de ces budgets serait affectée pour venir abonder vers les caisses de retraite. J'ai toute autre lecture de la chose, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, on parle des caisses de retraite, ou en tout cas, il mène un combat, ou en tout cas, il menait un combat sur les caisses de retraite, d'ailleurs, il continue, en disant qu'aujourd'hui, les caisses de retraite ne sont pas du tout à l'équilibre et qu'aujourd'hui, on a entre 50 milliards et 70 milliards de déficit. Donc, je reviens par rapport à l'AEFE, par la question financière. Excusez-moi, Oui, justement, j'essaie de recentrer un peu. C'est il y a eu une réforme qui a visé à quoi? Faire justement, on en revient à la question des professeurs, le cadre de qualité. Faut avoir une lecture globale quand même, pas seulement donc, en centrée. gros, c'est-à-dire qu'on a dit renforcer l'accès en fait à l'éducation. Oui, mais vraiment pour simplifier, pour que ce soit clair. Ouais. En 2017, on a fait des suppressions massives de professeurs qui étaient envoyés depuis la France. On a fait des recrutements locaux. Ces recrutements locaux ont augmenté la dette. Finalement, il a fallu pour l'établissement d'employer ces personnes sur leur propre budget, sur leur propre fonds. Et c'est ça qui a accru finalement la dette. Et aujourd'hui, l'établissement, ils augmentent les prix. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence de la réforme de Stéphane Vogetta et de Samantha Casbonne. Ok. Alors justement, vous parlez évidemment de renforcer l'accès à l'éducation, au service public ou à la culture pour cette communauté. C'est le cas, hein, je suppose. Oui, mon engagement, en effet, est porté clairement là-dessus, à travers mes missions d'enseignement, de recherche, des conférences, même des expositions d'art. Donc, augmentation de la culture, augmentation de... il y a eu des fermetures aussi dernièrement. Il y a eu des fermetures aussi, en effet. Alors, comment vous là-dessus, vous réagissez? Je dirais plutôt que j'ai une analyse de situation. Nous sommes face à des... Là encore, vous savez, un député... Il doit penser global et agir local. J'aime bien l'expression. Merci. C'est-à-dire que quand on parle d'AEFE, on parle de l'AEFE de la 5e circonscription. Mais en fait, l'AEFE, c'est mondial. Même chose pour les financements, les consulats. Et on doit... Actuellement, par exemple, les instituts, on a commencé... Pourquoi est-ce que nos instituts en Espagne ont moins d'argent? Parce qu'on est en train d'orienter vers l'Asie. On considère que l'Asie est devenue le continent stratégique où l'influence française, l'influence culturelle française doit s'installer. Donc on a un problème, on est en train de retirer de l'argent, mais pourquoi finalement on retire cet argent ici? Parce que finalement de manière globale, on a trop de dettes. Et on revient à la question initiale de la dette. D'accord. Alors, moi j'avais un sujet, d'ailleurs j'ai posé cette question à l'ensemble des candidats, pour savoir un petit peu, demain on considère que, alors je vais le reprendre, le député sortant invalidé, donc Stéphane Vogetta, parce qu'on en a encore parlé il y a quelques minutes, s'est fortement investi dans la loi influenceur, mais aussi sur la régulation des accès à des contenus pornographiques et violents pour les mineurs. Donc la France prenant le lead sur ces sujets, est-ce que si demain vous êtes député, vous allez continuer sur cette voie? Est-ce que pour vous c'est des thèmes qui sont des thèmes importants et que vous allez souhaiter pouvoir développer ou continuer le travail qui a déjà été fait, ou au contraire, vous allez développer d'autres sujets qui n'ont peut-être rien à voir ou qui sont peut-être en lien?
Alors, par exemple, justement, tout ce qui se passe sur l'Internet est une question que tous les politiques de tous les partis Mais les profs doivent aussi. prendre. Oui, oui, c'est pour ça. Et en tant que professeur, j'ai bien vu, hein, voilà, avec les élèves, parfois on peut échanger, on voit bien que certains, ils- ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir, Ouais. incontestablement. Euh, la loi qu'a fait Stéphane Vogetta, il y a des journalistes qui l'ont démontré. En fait, il a fait une loi, mais qui n'a pas créé une dynamique. Il y avait déjà une dynamique de régularisation au fur et à mesure. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des journalistes, Journal Le Monde, je donne ma source, qui ont dit, voilà, Stéphane Vogetta a fait une loi, mais en fait, il y avait déjà un processus de régularisation des plateformes au fur et à mesure de contrôle d'accès au contenu. Et cette loi, finalement, a permis de poser une évolution qui arrivait. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire dans la même dynamique, c'est-à-dire continuer à dire aux plateformes, il faut que vous fassiez attention à ce que vous publiez, notamment sur les influenceurs Ouais, aussi, mais ce on n'a qu'ils pas beaucoup font. de poids avec les GAFA. Ah, ça, oui. En effet, c'est un autre débat encore. Ouais, mais là, on a peut-être permis de réguler, en tout cas, au moins, on a mis des interdits. On a clairement, en tout cas en France, Alors, attendez, aujourd'hui, cette loi est en train d'être reprise dans d'autres pays. on a mis des interdits, mais en fait, ces interdits, les plateformes commençaient déjà à le faire. Donc, le législateur n'a fait qu'accompagner une dynamique de fond. Parfois, être législateur, c'est créer la dynamique, et parfois, c'est l'accompagner. C'est pas qu'il y en a un qui est bon ou qui est pas bon. Je dis juste que, voilà, Stéphane Vogetta, il a accompagné la dynamique de fond sur cette question. Alors, justement, je reprends ma question. Guillaume, est-ce que vous continuerez sur cette voie ou est-ce que vous allez soutenir de tout autre projet? Je pense qu'il faut continuer. Alors, vous voyez, là, je reviens Même si, effectivement, vous dites, on l'a accompagné, on est dans des mots. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette loi, en tout cas, elle est là, elle est existante, elle se développe, en tout cas, elle a été reprise par d'autres pays, dont l'Espagne. Elle s'est développée dans d'autres pays, je crois qu'il y a la Finlande ou autre. Et aujourd'hui, l'Union européenne, qui ne voulait pas en entendre parler, commence à se dire, ah, il y a peut-être quelque chose quand même d'important. Nous avons On va plusieurs aspects légiférer. à travailler. Ouais. Je pense notamment aussi l'intelligence artificielle. Ça, par exemple, c'est un des sujets où je me dis, il faut porter ça au niveau du Parlement. Il y a le problème des GAFA, mais on ne peut pas attendre que Ouais, les GAFA l'intelligence se arti- mobilisent Ouais. pour que nous intervenions. Il faut une réponse, pour le coup, française, mais aussi européenne. Parce que si elle est européenne, ça aura Alors, beaucoup c'est plus quoi de pour poids. l'intelligence artificielle? Par exemple, ce qu'on doit faire là de manière très Ouais, pragmatique, ouais, je vois dans les établissements, ouais. certains disent, maintenant ils ont mis, je ne sais plus ce qu'elle a, je crois que c'est le Danemark, à vérifier, qui a mis l'intelligence artificielle au baccalauréat. Ouais. Je considère, par exemple, qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Et les Chinois, ils ont mis à 6 ans. Ils ont mis à 6 ans. 6 ans, les Chinois. On ne connaît pas encore les effets sur le plan cognitif de l'intelligence artificielle. Donc, vous dites wait and see. Je ne dis pas... Non, je pense qu'il faut on multiplie les études pour pouvoir... Parce que là, à chaque fois, voilà, je peux très bien aller au Parlement et Est-ce que dire... vous n'avez pas peur qu'on prenne du retard? Justement, je pourrais très bien aller au Parlement et dire, voilà, j'ai des certitudes. Mais la politique, c'est... Attention aux certitudes en politique. Ouais. Il faut se baser quand même sur les scientifiques. Il faut se baser sur, finalement, les études qu'ils peuvent produire. Ça, c'est du concret. Ça, Ouais, c'est mais du réel. les études, elles arrivent. Non, parce que si on prend la crise écologique, les études depuis les années 70, elles disent clairement qu'il y a un problème. Et c'est nous qui sommes en retard. Oui, non, mais sur l'IA, c'est tout nouveau. L'IA, c'est tout nouveau, mais les études commencent à arriver. Oui, mais c'est On ce va que je pas suis en train de commencer. vous dire. Alors, pardon, peut-être que je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'était, Ou que on moi, va j'ai pas mal- c'est pas qu'on va commencer à les commander, c'est Ouais. qu'il faut aller dans ce sens. Ok. Donc c'est pour ça, il faut aller dans ce sens et qu'on puisse très rapidement, ça ce serait l'idéal, mais ça dépend, la Ok. recherche a son propre rythme, hein. Mais que dans les 2-3 ans, on puisse clairement dire, ok, ça va dans est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Alors justement, Donc si c'est vous ça, aviez... what I see, mais 2-3 ans. Ouais, c'est ça, bah, c'est un peu ce que j'avais tendance à vous dire. Est-ce que, si vous aviez le choix, dans quelle commission souhaiteriez-vous être présent? Si vous aviez le choix. Hein. Si j'avais le choix. Alors, on n'a pas toujours là-bas. Il y a celle des affaires étrangères, Ouais. que je trouve intéressante, je pense. Il y a aussi les questions de défense qui m'interpellent, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu finalement la menace russe qui commence à s'imposer. Maintenant, on a on a les États-Unis de Donald Trump qui sont en train de dire plus ou moins ils soufflent le chaud et le froid sur leur relation avec l'Europe. Bref, qu'est-ce que la France en tant que puissance militaire nucléaire, mais qu'est-ce que la France aussi au sein du milieu européen? Moi, ma vision, c'est la France doit peser sur l'Europe pour qu'à travers l'Europe, elle puisse peser dans le monde. Est-ce qu'elle en a les moyens? De peser sur l'Europe?
oui, mais alors si on imagine qu'elle peut peser à elle seule sur l'Europe, on se trompe. Hein, Donc, il faut faire des alliances. alors j'appellerais pas des alliances au sein de l'Union européenne, on va pas s'allier avec les Allemands contre les Italiens. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Ok, je me suis peut-être mal exprimé. Mais en tout cas, on s'est compris. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous suivrez systématiquement, si demain vous êtes effectivement député, la ligne de votre parti à l'Assemblée nationale et que vous serez prêt à prendre, ou qu'à inverse, vous seriez prêt à prendre vos distances si les intérêts des Français de notre circonscription entraient en contradiction avec cette ligne? Je reprends. Le Parti socialiste décide euh, de faire une loi qui peut être, par exemple, contraire à l'intérêt des gens de votre circonscription. Eh ben, c'est très simple comme réponse. Ben, je ne sais pas. Le Parti socialiste a vocation à représenter les intérêts des Français. D'accord. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui ferait une loi qui irait contre leurs intérêts. Ok. Bon, on a vu comment, évidemment, vous allez travailler avec votre binôme, si on peut l'appeler comme ça. Moi, maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu de questions un peu plus personnelles vous concernant. Quelle expérience de vie vous a le plus marqué? Ouf. Ça, Compliqué. elle est compliquée, hein, parce que des expériences de vie, ben, comme tout le monde, je suis encore jeune, hein, j'ai Ouais, mais vous 35 avez ans. peut-être des anecdotes, vous avez peut-être des choses à nous raconter, je ne sais Ah pas. ben, mon Dieu, oui, j'ai beaucoup voyagé, hein, donc à travers les voyages, évidemment, on a Ouais. des expériences. Mais je dirais que ce qui a été très marquant, ça a été ma rencontre, c'est indirectement à travers lui aussi que j'ai découvert l'Espagne, Denis Manjot, mon directeur de, De à thèse? l'université Ouais. pas de thèse, de master à D'accord. l'université en France. Il faut savoir que voilà, j'avais eu un parcours scolaire très, très chaotique dans des collèges, lycées de villes moyennes. Et, et je suis arrivé au lycée, à l'université, un peu, je dirais par hasard. Et lui, il m'a vu et il m'a accompagné. Et ça a été une expérience de vie incroyable parce que c'était un éveilleur. Hein. Il est décédé l'année dernière de la maladie de Charcot. Euh, C'était un éveilleur, c'était un passeur. C'est quelqu'un qui avait à Il vous a cœur passé le flambeau. d'accompagner l'humain. Je ne sais pas si c'est le flambeau. Ok. C'était un passionné de Murcie, de cette région. Il m'a montré qu'on pouvait faire l'histoire autrement. Il m'a fait découvrir l'Espagne. Je dirais que plus qu'une expérience de vie, c'est une personne. Quelles sont vos passions, Guillaume, ou vos sources d'inspiration en dehors de la politique? Euh, À moins que maintenant tout tourne autour de la politique, je sais Alors pas. là, vu qu'on est en campagne, en effet, tout tourne autour de la politique du soir, Ouais, mais bon. du matin jusqu'au matin. Oui, là, clairement. Euh, je dirais que comme toute personne, j'ai des passions. Bah, la lecture, évidemment. L'histoire, assurément. Hein, tout mon engagement au niveau de la circonscription de Barcelone est un engagement structuré autour de l'éducation et de la culture. Donc il faut lire, il faut transmettre. C'est de la transmission. Même la recherche, c'est de la transmission, de cette manière. Donc, l'histoire est une passion qui m'habite. Alors, si vous deviez citer une figure ou une personnalité ou voilà qui vous inspire, bien entendu, laquelle choisirez-vous? Je dirais de nouveau Denis Manjot, sans le moindre doute. C'était vraiment un professeur. Il avait une acuité intellectuelle qui était bluffante, vraiment. Alors maintenant, moi, j'aimerais bien qu'en un mot ou une phrase, parce qu'on a un peu parlé de pas mal de choses, on a abordé différents sujets, comment résumeriez-vous votre engagement aux électeurs? Sincérité et humilité. La sincérité parce que l'engagement politique doit venir du dedans. Du dedans. Il faut vraiment avoir envie de servir son pays, ses concitoyens. C'est dédier du temps. La politique, beaucoup de gens imaginent souvent que la politique, c'est un métier. Non, là, je le fais sur du temps libre. Et même beaucoup de gens, les gens qui ont des élus, les personnes qui ont des élus locaux, les élus locaux, pour arriver à être élus, ils l'ont fait durant leur temps libre. Ils travaillent la journée. Et c'est ça, c'est un engagement. Quand on prend son temps libre, je considère qu'il y a une part de sincérité. On prend son temps libre pour les autres. Et l'humilité, parce que n'oublions jamais que ce sont les citoyens qui nous ont confié une fonction
qui nous ont confié une tâche, qui nous ont donné confiance. Et c'est ça aussi, je crois, pour pouvoir renouer avec les Français, renouer avec les électeurs, il faut avoir ces deux qualités. Nourrir la confiance et avoir de l'humilité. D'accord. Alors, quelle est votre vision de la France dans 10 ans et de la place de ces communautés à l'étranger? Alors, la France, j'imagine une France socialiste, naturellement. Je vous laisse l'imaginer. Et pour les communautés, clairement, il faut... Mais Depuis les années 70, la France resserre les liens avec les Français de l'étranger. Il faut savoir qu'avant, il y a toujours eu des Français de l'étranger. Il y a oui, mais toujours eu on des les expatriés. on les connaissait pas. Mais On n'entendait exactement, jamais parler. Et à partir des années 70, il y a eu un processus. C'est ce dont je parle dans mon deuxième livre, justement. J'explique comment les Français de l'étranger vivaient très séparés de ce que eux considéraient de la mère patrie, finalement. Ils vivaient très séparés d'elle. Ouais, mais on n'avait pas non plus les C'était- réseaux. Enfin, en tout Voilà, cas, on c'est avait ça. pas. Il y avait Mais quand à même beaucoup de partir choses qui faisaient que de... l'information était plus compliquée pour En- circuler. Et par exemple, dans Par le la- cas espagnol, la- il y avait les Pyrénées et le franquisme. Donc voilà, Oui. ça coupait aussi les communications. Ouais. Et Mais à enfin, partir des années ouais. 70, il y a eu la volonté de l'État de se rapprocher, c'est-à-dire être solidaire. La France, la nation française doit être solidaire de ses expatriés. C'est là qu'on a créé la CFE. C'est là qu'on a créé les services sociaux du consulat. Et ces dernières années, on est arrivé de recul en recul. Là, il y a eu un recul des solidarités, Ça veut dire que vous dites qu'on a progressé pendant un certain nombre d'années en effet, et que dernièrement, depuis il y a un 2017. abandon. Depuis 2017, il y a un recul financier de manière globale. Tu sais, avant, je parlais qu'il y avait justement plusieurs échelles, l'Espagne, le monde. Et là, par contre, c'est une dynamique globale. Ouais. Certes, ça se réoriente vers l'Asie, mais il y a finalement quand même une baisse de manière globale. Il y a une baisse des budgets dédiés aux Français de l'étranger. Est-ce que la France veut être plus solidaire de ses expatriés dans 10 ans? Moi, c'est mon combat. Et la francophonie? Assurément, je porte les thèmes de culture et d'éducation, la francophonie. C'est notre ADN aussi. Guillaume, quelle est votre plus grande fierté de votre parcours? Ouh. Je n'emploierai pas le mot fierté. Moi, c'est le Pour terme que le j'employais. coup. Maintenant, je vous laisse le réinterpréter. En tout cas, de quoi êtes-vous le plus fier ou le plus satisfait? Voilà, Je faut dirais, essayer de que changer. je pourrais regarder. Si vous vous arrêtez aujourd'hui, vous regardez derrière vous et vous dites qu'est-ce que j'ai, voilà, parmi tout ce que j'ai pu faire, et vous avez fait quand même pas mal de choses, voilà, quelle est la chose pour vous qui a été la plus marquante? Eh ben, je dirais que ce que j'ai fait pour la communauté française à travers la culture, l'éducation À Barcelone? à Barcelone, Ouais. produit pour moi une grande fierté parce que ça a été pris sur mon temps libre en grande partie. Quand vous parlez de dire ça, mais là, il n'y avait pas d'engagement politique. Il n'y avait pas d'engagement Qu'on politique. précise, La hein. grande fierté, justement, C'était justement j'ai- quoi alors? c'était l'engagement dans la société civile. Ah, Ça, et- c'est une fierté. Donc c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir passé du temps avec des associations, avoir donné de son temps, avoir essayé de... Je sais pas, je vous pose... Non, mais c'est exactement ça. Oui, mais c'est important que vous puissiez le dire. En effet, c'est avoir dédié du temps, consacré de mon temps pour, par exemple, cette histoire des Français de Barcelone, on ne la connaissait pas. Elle était oubliée même. Il y a eu un petit travail de recherche de mémoire, mais peu de gens s'en souvenaient encore. Résultat, ça, c'est une forme de satisfaction de dire j'ai pu faire ça pour la communauté. C'est ça finalement. Je crois que dans ma lecture, si on peut parler de fierté hein, ou de satisfaction, Ouais. employons le mot qu'on veut, Ouais. c'est le temps que j'ai pu passer tourné vers les autres. Quand il y a eu Bon, vous savez que Lisbonne a été endeuillée il y a 48 Oui. heures avec le tram, enfin en tout cas avec le Gloria. L'Espagne, il y a quelques mois, a connu aussi une période compliquée sur la ville pas de Séville, mais pas très loin de Barcelone en fait. Valence. Valence, merci. Je trouvais plus la ville, Valence. Et beaucoup de gens ont connu beaucoup de difficultés. Est-ce que vous vous êtes impliqué? Est-ce que ça a été quelque chose aussi qui vous a marqué? Est-ce que vous êtes impliqué? Je ne sais pas, je vous pose la question. Alors, du fait de Parce ma qu'il y a charge aussi de travail, alors évidemment, Ouais. Du fait de ma charge de travail, je n'ai pas pu m'impliquer personnellement. Mais par contre, l'information a été faite. Hein. Nous avons le Parti socialiste à l'époque, le Parti socialiste local, l'antenne Ouais. locale, avait en effet émis un papier
pour dire officiellement qu'on présentait nos condoléances. Et en revanche, on a des représentants socialistes locaux qui se sont impliqués activement, physiquement. Ça, oui. Moi, personnellement, je n'ai pas pu, j'étais à Barcelone, j'avais mes obligations professionnelles. Ça, on peut Euh, tout à fait le comprendre. Après, on parle d'attribuer des fonds, Dans quel justement, de sens? secours très rapidement au niveau Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez aussi en compte? Bah, par Ben, exemple, en France, par exemple, s'il y a une catastrophe, il y a en effet des oui, mais fonds en qui sont Espagne, par constitués. exemple, il y avait pas mal de Français qui ont connu des difficultés, évidemment, avec ce qui s'est Oui. passé. Euh, Est-ce que aujourd'hui, on parle de la possibilité de faciliter en fait la possibilité de donner des fonds, ou en tout cas pour pouvoir aider justement la communauté française lorsqu'elle est exposée à un problème de... Alors en effet, là, ça rejoint encore alors, Oui, bah, sur le plan je m'excuse, hein, intellectuel, j'ai été un... ah oui, 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 Ouais. mais j'ai bien compris. Sur le plan intellectuel, je suis d'accord. Mais je vois un autre problème. C'est-à-dire que nous avons des associations de solidarité sur le terrain. Mhm. On appelle de manière très technique des OLES. Ces OLES, en fait, elles reçoivent de moins en moins d'aide de la part de l'État depuis 2017. Donc, on a diminué de manière continue les budgets, les soutiens aux associations françaises de bienfaisance, d'entraide, Et vous allez elles ont mettre un différents terme. termes. Et en revanche, maintenant, on parle de constituer un fonds. Bon, constituons un fonds, mais qu'est-ce qu'on fait de manière... Un fonds, finalement, Il sert à quoi si c'est un fonds, c'est de l'argent. C'est comme, vous voyez, une association comme la Bienfaisance à Barcelone ou l'Entraide à Madrid, eh ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles Ici, hein? accompagnent les gens Ouais, aussi. mais la Elles, plupart du elles temps, ont les de fonds... l'argent, mais il y a de l'humain. Ouais, Et mais c'est ça aussi la qu'il faut plupart dans du nos temps, les fonds sociétés. retournent, alors, sont pas attribués. Même Oui, quand les gens ont des problèmes personnels, oui. c'est très compliqué aujourd'hui de faire des demandes. C'est pour ça. Il y a finalement là encore, j'arrive dans ma lecture peut-être un peu trop structuraliste, mais pour moi, cette situation que l'on a aujourd'hui, cette faiblesse que l'on a des associations de proximité du social, Ouais, vient d'un ouais. désengagement de l'État. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Beaucoup de À part choses. venir le fait de venir parler avec moi aujourd'hui. Ça m'a mis quand même pas mal de stress, Ah, oh, hein. faut C'est ma pas. première interview Ah, avec faut pas. caméra, hein. Faut pas. Euh, Beaucoup de choses me rendent heureux. Mais ça, je dirais que c'est le cadre privé. C'est-à-dire, ce qui me fait mon bonheur se trouve dans le cadre privé. On parlait avant de fierté ou de satisfaction. Ça, c'est vraiment dans le cadre public. Euh, le bonheur est dans le cadre privé. Si vous pouviez changer une chose dans le monde de demain, ce serait quoi? Le monde. Et ambitieux. En effet, c'est un peu ambitieux. Euh, je dirais une chose, si on doit changer une chose là, maintenant, tout de suite, hein, c'est ce que l'on fait par rapport à la planète. Le vivant. La planète va mal. La planète va mourir. Et nous, tout comme, là, je rejoins encore Denis Mangeot qui était un passeur, et ben moi je pense que nous sommes des passeurs et nous avons en quelque sorte l'obligation morale, éthique, de devoir transmettre une planète à ceux qui vont nous suivre. Ça, c'est le fond de ma pensée. C'est pour ça qu'il faut changer, changer. Alors, quand je disais le monde, voilà, on pourrait aussi dire la planète, notre mode de production, notre manière de consommer. Il faut accompagner d'ailleurs les entreprises dans leur transformation énergétique, hein. Il faut accompagner l'entrepreneuriat. Il faut accompagner aussi les consommateurs Mais eux, il vers faut de les nouveaux modèles de récompenser. S'ils mobilité. le font, il faut les récompenser en contrepartie. Il faut les encourager. Exactement. Là-dessus, Avant-dernière question. hmm. Donc, vous voyez, hein, un peu moins de stress. On arrive enfin à la fin. Allez, ça y est. Imaginez un électeur indécis. Euh, Qu'est-ce que vous lui diriez en une phrase sincère? Votez pour vous. Waouh, pas mal, hein? Vous avez réfléchi avant ou Non, j'ai pas eu cette question dans la liste qu'on m'a fournie. votez pour vous? Ouais. Ok. Et enfin, alors, dernière question, Guillaume Horn. Que voudriez-vous que les gens disent de vous après avoir écouté cette interview? Ben, je vais reprendre les deux mots, sincérité et humilité. Parce que Alors, ça veut dire quoi? Qu'ils disent que vous êtes sincère et... je m'efforce de porter une parole sincère. La parole politique, c'est
la parole politique, on va dire, s'est décrédibilisée de différentes manières, hein, c'est multifactoriel. Heu et pour cette sincérité, je reviens encore à la proximité. C'est-à-dire, il faut la proximité, mais la proximité vraiment, pas seulement intéressée, électorale. La sincérité vraiment du lien humain aussi. La sincérité de l'idée intellectuelle et ensuite l'humilité, toujours par rapport à ce qu'un député doit potentiellement faire. On a on doit décider de la vie de millions de personnes. Il faut être humble face à ça. Très bien, voilà, c'est le mot de la fin, il faut être humble. Merci Guillaume Horn, en tout cas d'avoir partagé avec nous votre parcours, vos priorités et votre regard sur les Français de l'étranger. Et je le précise, de vous être déplacé sur Lisbonne pour répondre à cette interview. Alors je rappelle que vous êtes le candidat investi par le PS sur la 5e circonscription des Français de l'étranger. Alors cet entretien s'inscrit dans une série dédiée à l'ensemble des candidats de la 5e circonscription afin que chaque électeur puisse comparer et se forger sa propre opinion avant le scrutin. Ce podcast vous est présenté avec le soutien de nos sponsors et partenaires que nous remercions pour leur appui. Vous retrouverez bien entendu l'intégralité de nos épisodes sur Spotify, Deezer, YouTube et nos réseaux sociaux. Merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité et surtout, alors je pense que ça, vous allez me rejoindre, n'oubliez pas d'aller voter. Je vous remercie. N'oubliez pas d'aller voter. Cafimo, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier, c'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leur projet immobilier au Portugal. Cafimo, c'est aujourd'hui le numéro 1 des courtiers en crédit immobilier spécialisés dans les non-résidents et expatriés du monde entier, et notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Leur service est totalement gratuit pour les clients, car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité, tout en vous soulageant administrativement, ce qui n'est pas toujours simple. Cofimo, eh bien, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute, que ce soit pour un achat, un financement, un investissement ou ne serait-ce que financer des travaux ou juste renégocier son prêt, eh bien, leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal. Et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Et nous remercions aussi notre deuxième sponsor qui est Opticalia Campo de Ourique, votre opticien français lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie, pour que vos lunettes reflètent parfaitement votre style. Grâce à la technologie de mesure par l'IA, vos prises de mesure en verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Que de progrès quand on attendait des semaines. En plus, il réalise vos examens de vue, vos bilans d'audition et il vous propose une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Loewe, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol, leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Merci beaucoup et allez voter. Merci Thierry. Et alors je rappelle, parce que j'avais oublié de le faire, que les sponsors associés à l'émission sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Merci Guillaume. À très bientôt. Et comme je le dis à tous les candidats, bonne chance.